Salut Lucas, merci de te prêter au jeu de la product thérapie. On va essayer de mettre de l'humain au centre de l'attention, on va essayer de mettre du moelleux dans la conversation et de comprendre les coulisses du produit et d'inspirer surtout les product people. J'aurais quelques questions à te poser et la première, qui es-tu ? Donc je m'appelle Lucas Serralta et je suis le Chief Product Officer des Galeries aujourd'hui, après avoir travaillé pendant longtemps dans les médias. Super. Ce que je te propose, c'est qu'on définisse ensemble un mot joker. C'est un mot qui est destiné à passer une question à laquelle tu voudrais pas répondre. Donc, quel serait ce mot-là pour toi ? Bah écoute, ça me fait un peu penser à la boîte à questions de Canal avec le gros buzzer. Mais du coup, en souvenir de Canal, je vais te dire chicha. Chicha, parfait, c'est excellent. Bah écoute, première question. En 2015, 196 pays ratifient l'accord de Paris à l'unanimité. Est-ce que tu te souviens d'un moment, d'une réunion où tous tes stakeholders se sont mis d'accord de manière unanime sur un sujet produit ? Non, je pense pas que ce soit arrivé une seule fois, mais en repensant un peu à l'accord de Paris, je crois que ça s'est fini quand même à la dernière minute, à 4h du mat, ce qui arrive peu souvent en fait, finalement dans les entreprises, parce que on n'a pas tellement cette notion de deadline où après chacun repart chez soi et c'est quasi impossible en fait de faire quoi que ce soit si ce n'est au round suivant, l'année suivante en quelque sorte. Donc oui, on n'est pas dans l'accord de Paris en fait dans nos entreprises, je dirais ça comme ça. Très bien, un petit peu plus peut-être long-termiste, mais finalement pour toi, est-ce que l'adhésion d'un stakeholder à une décision produit, ça se prend en amont, ça se travaille en amont, ou est-ce que tout peut se jouer pendant un meeting ? Il y a sans doute beaucoup de choses qui peuvent se jouer en fait au cours des meetings. Après, je pense que la question, c'est plus une question en fait de confiance. Et la confiance, en fait, ça va se construire dans le temps. Donc, à un moment donné, en fait, les stakeholders, la relation avec les stakeholders, c'est une relation de confiance. Donc, on sait là où ils nous attendent. Ils savent ce qu'on est capable de faire et donc à un moment donné les choses sont beaucoup plus fluides et on n'est pas du tout dans la confrontation, on est complètement dans la construction. Ok, construire plutôt que s'opposer. Sur une partie un petit peu plus personnelle, tu le disais, ton parcours a été empreint d'une forte dimension dans les médias. Si demain, Deezer et Canal+ venaient à collaborer, ça ressemblerait à quoi ? Alors, il me semble qu'ils ont déjà collaboré ensemble. Mais sans doute un joyeux mélange de musique et de télévision, donc en fait les possibilités sont infinies. Mais je dirais que Canal+ est très fort pour la prod audiovisuelle. Deezer, c'est un monde qui est très proche en fait des artistes de musique, donc on voit facilement ils pourraient organiser ensemble des concerts, des événements, etc. Et puis ils ont des cibles qui sont relativement communes. Ouais, c'est vrai qu'ils restent quand même des grands acteurs et ils s'apparentent aussi beaucoup à se dire comment on fait ressortir, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, l'empreinte des artistes. Également, tu es business angel, si je me trompe pas. Demain, si tu devais être juré, animateur d'une émission connue, laquelle ce serait ? Paradoxalement, en fait, je regarde pas trop la télé, donc je suis pas sûr de pouvoir te citer en fait une émission qui existe déjà. Je sais pas, tout ce qui se fait là un petit peu sur les meilleurs investisseurs, etc. Bon, honnêtement, je trouve ça un peu bidon, donc j'en sais rien. Mettez-moi dans un jury culinaire pour une émission de bouffe, je serais bien content de déguster des trucs sympas. Voilà, c'est là où je me sentirais bien, je pense. D'accord, super. Bah écoute, on retiendra ça. Pour toi, quelle est la pire série Canal+ que tu as eu l'occasion de voir ? Je pense que c'est Marseille. Alors, c'est pas une série Canal+, c'est une série Netflix. Mais alors, pourquoi je cite Marseille ? C'est assez intéressant. C'est quand on était chez Canal et qu'on a vu Netflix arriver avec ses créations originales, etc. On a vu cette série, en fait, Marseille, qu'on a trouvé vraiment nulle en interne. C'était une des premières créas originales de Netflix. Et on s'est dit, ils vont bien se planter, ça va être génial, etc. Ça va redorer un petit peu le blason de Canal, car ces créations originales sont vraiment d'un autre niveau. Et puis, on a été surpris de voir que la critique nous suivait, disait que c'était une très mauvaise série, mais d'apprendre quelques mois après qu'ils allaient faire une saison 2. Et là, on n'a pas compris.
Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc qui était très spécifique à Netflix, c'est que ils avaient une distribution mondiale. Et ce qui plaisait en France ou déplaisait en France, c'était pas forcément le cas à l'international. Et donc le fameux Marseille avait cartonné à l'international et pas du tout en France. Comme quoi, on peut exporter des produits culturels sans que ça marche en fait sur son marché local. Voilà. Et sinon, je ne pouvais pas répondre à ta question initiale parce que toutes les créations originales de Canal, c'est quand même des bijoux. Et donc, il n'y a pas de mauvaise série Canal. Voilà. Ok, enfin, pour toi, quelle est la feature que tu regrettes d'avoir sortie au cours de ta carrière ? Bonne question. J'ai pas beaucoup de regrets. Il se trouve qu'à un moment donné dans ma carrière chez Canal, effectivement, on a un peu révolutionné le lecteur vidéo qu'on avait poussé à nos consommateurs sur le web au début, dont ils étaient très satisfaits. Puis on a voulu le transformer pour que finalement ça s'adapte mieux aux écosystèmes mobiles, tablettes et même télévision. Faire un espèce de design finalement qui marchait bien un petit peu sur tous les devices. Et là, on s'est vraiment fait secouer très fortement par nos utilisateurs qui s'étaient habitués en fait aux premiers produits, qui étaient à l'aise. Et du coup, là, ça a été compliqué. On est passé par une phase d'essayer de justifier auprès de nos clients que c'était la bonne chose, qu'il y avait plein de potentiel. Mais en fait, ils n'étaient pas satisfaits. Et donc, on s'était bien croûté en quelque sorte. Et donc ça nous a appris d'ailleurs à investir beaucoup plus et à mettre beaucoup plus d'énergie en fait dans les démarches exploratoires et de design thinking pour éviter d'avoir la mauvaise surprise à la fin quand on met en production la feature sur laquelle on a travaillé pendant de nombreux mois. Voilà. Après, avec cette démarche, du coup moi que j'utilise depuis 10 ans quasiment, honnêtement, je n'ai jamais eu de mauvaises surprises lors des mises en production. C'est-à-dire que les mauvaises surprises, elles arrivaient évidemment durant les phases de prototypage où on s'est fait royalement jeter, des fois insulter, etc., etc. Mais au moins, on n'a pas mis beaucoup plus d'énergie pour sortir quelque chose qui ne fonctionnait pas derrière. Donc voilà, petite erreur de jeunesse, mais après ça allait mieux. Mais riche en enseignements. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de t'être livré en tout cas sur Stogo. J'espère qu'il a été confortable. Et puis en tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Super. Et puis du coup, j'ai pas eu à utiliser le mot magique, donc je vais quand même le faire. Chicha. C'était Lucas Serralta et c'était ma thérapie produit.